Vous possédez un générateur de fonction, mais ne savez pas à quoi servent toutes ces formes d'ondes produites? Bien, je vais vous en donner quelques usages. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. Cette question me revient périodiquement. Un bidouilleur débutant se procure finalement un générateur de fonction, comme cela, de table, donc d'établi, ou un modèle comme ça, portable, et bien un modèle comme ça USB d'ordinateur, ou bien même des petits modèles analogiques à peu de frais. Un générateur de fonction comme ça, on appelle ça aussi un générateur basse fréquence, un générateur BF, on entend ça souvent. C'est excellent, procurer un générateur de fonction. Alors, ce bidouilleur-là connecte à son oscilloscope le générateur et il observe différentes formes d'ondes courantes, soit sinusoïdales, triangulaires, dents de scie, carrées. Ce sont de beaux dessins à l'écran. Mais ensuite, il déconnecte le montage et remise le générateur. Mais à quoi ça sert, ces formes d'ondes variées? Dans quel contexte peut-il utiliser ces signaux? Bien, aujourd'hui, je vais vous donner quelques usages courants des formes d'ondes classiques produites par un générateur de fonction typique. Un générateur de fonction sert de stimuli en entrée de nos montages ou comme source de signal lors de réparation. Au passage, j'ai fait il y a quelques années, dans mes premières, une vidéo d'introduction au générateur de fonction. Il s'agit de ma vidéo numéro 16. Si vous voulez savoir ce qu'un générateur de fonction c'est, allez donc visionner cette vidéo. Je vous fournis un lien vers la vidéo dans la description ci-dessous. Alors, allons-y. Bien qu'un générateur de fonction ne sert habituellement pas à produire de la musique, il faut quand même comprendre l'importance des formes d'ondes classiques, soit sinusoïdales, triangulaires, dents de scie, carrées, dans la production de la musique électronique. Il est bon d'écouter la différence de timbre entre les formes d'ondes pour saisir toutes les possibilités qu'amène la combinaison de ces ondes dans la formation des sons modernes. Par exemple, le son des synthétiseurs. Alors justement, écoutons les différentes formes d'ondes en commençant par l'onde sinusoïdale qui est la plus douce de toutes. Alors on remarque vraiment une certaine douceur. Ici, c'est une onde de 400 Hz et c'est définitivement la plus douce de toutes parce qu'il n'y a aucune pointue, ligne droite, ligne verticale. Tout est très graduel et naturel. Alors, c'est sans harmonique, c'est vraiment fondamental et pur. Maintenant, si on passe à l'onde triangulaire, bien déjà, on remarque que c'est plus agressif, plus clair comme note. Pourquoi? Parce que le contenu harmonique est plus grand, et ça, c'est à cause des pointus ici, des pointes, et de la ligne droite, qui nécessitent plus d'énergie à produire, et donc qui contient plus de fréquences harmoniques. Et c'est ce qu'on entend, ça sonne plus clair, tout simplement. Si on passe à la dent de scie, voilà, une dent de scie descendante, eh bien ici, ce qu'on a, c'est encore plus agressif en termes de son, définitivement. C'est dû bien sûr au coin pointu, mais surtout à la descente raide, verticale ici, qui fait que la sonorité est beaucoup plus claire, beaucoup plus agressive, du fait, encore une fois, que son contenu spectral est beaucoup plus grand. Et par la suite, je vous fais entendre la plus agressive. J'ai considéré celle qui est la plus agressive de toutes, c'est l'onde carrée, qui contient des droites verticales, donc énormément d'énergie pour passer d'un niveau à l'autre, et donc son contenu harmonique est très élevé. Même chose pour les plateaux. Alors ça, c'est ce qui génère le plus de contenu harmonique et donc qu'on peut considérer qu'il est le plus agressif comme son. Mais maintenant, ceci dit, si je retourne à la sinusoïdale pour vous faire le contraste, quelle différence, hein? Bien sûr, il y a une différence d'amplitude aussi, mais le son est vraiment différent. Alors maintenant, regardons des usages plus électroniques, disons, des différentes formes d'ondes.
La première forme d'onde qui est la plus évidente, là, celle qui est naturelle, si vous voulez, par défaut, c'est l'onde sinusoïdale. Elle est dépourvue de contenu harmonique supérieur. Hein. On a ici une tonalité à une fréquence, par exemple ici c'est 10 kHz. En termes de contenu spectral, on aurait juste 10 kHz, là, présumé à une onde sinusoïdale pure, bien sûr. C'est la forme d'onde la plus facile à produire, qui nécessite le moins d'énergie aussi, étant donné que, vous voyez, c'est très graduel, doux comme changement de direction, d'accord? Donc, on la retrouve, cette onde-là, partout dans la nature. Donc, évidemment, c'est naturellement des oscillations là, dans la nature. C'est habituellement des oscillations sinusoïdales. Donc, on s'en sert de ce genre de signal-là dans l'électronique, en audio, évidemment, pour vérifier les différents étages d'un ampli audio. C'est très bien. On voit, évidemment, le gain des différents étages en mesurant l'amplitude de l'onde. On peut aussi s'en servir comme porteuse en radiofréquence, un signal radiofréquence. Une porteuse qu'on envoie à une antenne, c'est avant tout une onde sinusoïdale. Si ce n'est pas modulé, c'est seulement une porteuse, c'est une onde sinusoïdale. Donc on peut s'en servir en radio comme ça. On peut aussi s'en servir comme source de modulation sur un générateur RF. Si un générateur nous produit une porteuse, on pourrait vouloir y injecter une tonalité pour moduler la porteuse. Et très souvent, on utilisera une tonalité sinusoïdale. Ça nous aide à repérer, par exemple, avec un récepteur, repérer un signal en réception. Parce que si c'est juste une porteuse, c'est plus difficile à repérer. On peut aussi se servir du signal sinusoïdal pour tester la bande passante d'un filtre en changeant la fréquence du générateur et en mesurant l'amplitude du signal lorsque le signal atteindra une amplitude de 70% du signal original, ou 71% si vous voulez, c'est 70,7 ou 0,7. Alors, on dira qu'on a atteint le point 3 décibels et ça sera la fréquence de coupure de notre filtre, tout simplement. Finalement, on peut aussi se servir d'une onde sinusoïdale pour vérifier l'étalonnage de notre oscilloscope. On peut mettre une onde sinusoïdale d'une amplitude connue. Si on a un générateur numérique, c'est assez facile, on n'a qu'à entrer la valeur sur le clavier. Et on pourra vérifier les graticules, donc les lignes à l'écran, pour vérifier que l'oscilloscope est bien étalonné à la verticale. On pourra même le faire à l'horizontale aussi, en regardant la distance entre deux pics ou deux creux. D'accord? Donc finalement, le signal sinusoïdal, c'est un signal tout usage comme stimuli pour des circuits analogiques traditionnels. Parlons maintenant de la forme triangulaire. Ici, on a l'avantage avec une onde triangle, on a l'avantage d'avoir une variation linéaire, deux belles lignes droites. Et c'est bien utile ce genre de ligne droite-là lorsqu'on veut tester, par exemple, un circuit audio ou un amplificateur pour plus facilement voir la distorsion et l'écrêtage. L'écrêtage, c'est évidemment lorsque l'onde se fait couper sur ses pointes. La distorsion, bien, on pourrait voir, par exemple, un soubresaut au point de croisement du zéro, ici et ici, plus facilement, étant donné que ce sont des belles lignes droites. Donc, distorsion et écrêtage plus facilement visibles sur l'oscilloscope avec des belles lignes droites. Ce serait une des utilités possibles. Maintenant, si on lui applique un décalage, ce qu'on appelle un offset en anglais, c'est-à-dire que l'onde, au lieu d'être centrée sur le 0 volt qui est ici, l'onde est décalée, donc est seulement dans la partie positive, ici entre 0 et 5 volts par exemple. Alors en ajoutant un décalage comme ça, on pourrait facilement tester un circuit de comparateur qui fonctionne dans la gamme positive, où le croisement pourrait être par exemple du comparateur dans la partie ici. On pourrait facilement vérifier le déclenchement d'un comparateur à répétition bien sûr, puisque c'est répétitif ce signal.
Et on pourrait voir quels sont les niveaux de basculement donc, du comparateur. Et ce serait très intéressant aussi si on diminue l'amplitude du signal, on pourrait voir quelles sont les limites ou l'hystérésis de notre circuit comparateur. Et le même genre de test avec un décalage pourrait être fait si on envoie par exemple cette onde dans un convertisseur analogique à numérique et qu'on regarde l'analyse, on regarde la sortie numérique du convertisseur, on devrait normalement voir des valeurs numériques qui vont monter graduellement et linéairement à la sortie de notre convertisseur numérique. Et la même chose sur la pente descendante. Donc, c'est une façon de vérifier aussi la linéarité et le bon fonctionnement de notre convertisseur analogique à numérique en utilisant une onde triangulaire comme stimuli à l'entrée du convertisseur. Finalement, un autre exemple, ce serait d'utiliser ce signal sur un circuit à ampli opérationnel différenciateur. Le circuit différenciateur prend une onde et en dérive la pente. La pente ici, c'est l'angle, si vous voulez, de notre signal. Et comme il est constant, bien, on se retrouverait à la sortie du différenciateur avec une onde carrée comme ceci, qui serait l'indication, si vous voulez, de la pente de notre signal triangulaire en entrée. Donc, façon de vérifier que le différenciateur fonctionne bien. L'autre forme d'onde classique, c'est l'onde en dents de scie ou en rampe, si vous préférez. Alors, c'est un peu comme une variation d'une onde triangulaire, mais avec une des deux rampes qui est extrêmement rapide, qui est verticale à toute fin pratique, d'accord? Alors, ce genre de signal pourrait, par exemple, permettre de faire un balayage constant d'une tension, par exemple, entre moins 2 et plus 2, et ne pas perdre de temps, si vous voulez, pour revenir à la valeur inférieure. Donc, ce qui nous intéresserait, ce serait seulement le signal montant. Ensuite, le plus vite possible, on retombe à la valeur négative et on remonte à nouveau dans la belle pente droite. Une des utilités d'une onde en dents de scie, c'est de créer un balayage à l'écran, comme on voit ici. Un balayage de gauche à droite, mais pas de droite à gauche. Donc, exactement ce qui se produit, on fait un beau balayage horizontal, on envoie la sortie du générateur de fonction dans l'entrée horizontale de l'oscilloscope, ce qui fait défléchir le signal à l'écran. Et par contre, comme le retour est extrêmement rapide, est à la verticale, on ne voit pas le chemin de retour. Alors, c'est d'ailleurs comme ça que évidemment, on augmente la fréquence de balayage, qu'on fait l'affichage d'un signal, par exemple, d'un écran cathodique de télévision. On fait un balayage de gauche à droite, une ligne à la fois, bien sûr, et ce balayage-là est fait très rapide, et c'est une dent de scie qui fait la déflexion du canon sur l'écran cathodique. Et évidemment, il ne faudrait pas oublier l'onde carrée. Lorsqu'on parle de carré, on parle vraiment du fait qu'il y a des coins carrés comme cela. Okay? Parce que ça peut être aussi une onde à impulsion qui n'a pas 50% de rapport cyclique, là, qui a juste une petite impulsion, par exemple, large comme ceci, mais pas plus. Mais ça demeure une onde carrée au sens large, si vous voulez. Alors, l'onde carrée est très utile, évidemment, comme horloge dans un circuit logique. On peut injecter ce signal à l'entrée d'un circuit logique en notant bien sûr que l'amplitude soit la bonne par rapport à ce que l'entrée logique supporte et qu'on soit du côté positif, car la plupart du temps, les circuits logiques fonctionnent entre 0 et 5 volts, disons. Là. Alors, c'est bien important de rencontrer les bonnes dimensions au niveau de l'amplitude et du décalage. Alors oui, comme horloge, l'avantage d'une onde carrée, c'est qu'on passe extrêmement rapidement d'un niveau à l'autre. Idéalement, c'est 0 secondes, 0 millisecondes, mais ce n'est pas tout à fait le cas, on le sait bien. Mais on passe quand même très rapidement d'un niveau à l'autre, ce qui fait qu'on ne reste pas
dans une zone linéaire ou qui pourrait être linéaire au niveau des portes logiques, puis c'est une zone indéterminée. On ne reste pas là longtemps. On passe d'un niveau à l'autre sur un signal logique. Alors, ce genre d'onde est très utile pour stimuler n'importe quel circuit logique. D'ailleurs, si on reste trop longtemps ici, on va causer une augmentation de consommation au niveau du courant, donc la dissipation de chaleur de la puce. Donc, la forme carrée sur les circuits logiques est la seule qui est recommandée. Maintenant, on pourrait aussi utiliser une onde carrée comme ça, comme source de déclenchement, par exemple pour l'oscilloscope, ou pour allumer, éteindre à répétition un appareil, une mesure, des essais d'un circuit sur une longue période. Par exemple, ici, si on mettait une fréquence de, je ne sais pas moi, disons 1/10 de Hertz, ben, à tous les 5 secondes, ça allumerait et 5 secondes plus tard, ça éteindrait. Donc, on peut s'en servir comme stimuli pour allumer et éteindre des choses. On peut aussi s'en servir comme une source de modulation, par exemple FSK ou PSK, où il y a 2 niveaux, 2 fréquences, si vous voulez, sur la modulation. Alors, ceci ça pourrait représenter une fréquence et ce niveau représenterait une autre fréquence de modulation. Et évidemment, comme il n'y a que 2 fréquences de supporter, ben, on passe rapidement d'un niveau à l'autre, le plus rapidement possible. Alors, il y a toutes sortes d'utilités comme ça qui nécessitent qu'on ne demeure pas dans cette zone-ci, et c'est l'utilité principale d'une onde carrée. Bon, lorsque vous ajustez la sortie de votre générateur de fonction, ne la connectez pas, cette sortie-là, tout de suite au circuit en test. Faites d'abord les ajustements, les contrôles, donc au niveau de l'amplitude et du décalage CC. Cela va épargner votre circuit en test de tensions potentiellement néfastes. Je vous rappelle aussi qu'un générateur de fonction, même en mode sinusoïdal, ne fait habituellement pas un bon travail de générateur RF. Sa pureté spectrale, son contrôle d'amplitude, sa stabilité en fréquence sont insuffisants pour produire un signal RF de qualité. Alors voilà, j'espère avoir pu donner des idées d'usage pour les différentes formes d'ondes d'un générateur de fonction typique. Bien sûr, pour avoir besoin de tels signaux, il faut bidouiller un projet ou faire de la réparation. Alors amusez-vous et vous constaterez rapidement l'utilité d'un générateur de fonction. Alors merci de vous abonner, de me suivre et de me supporter. Et à la prochaine!